Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Denis de Menton, le directeur général de France Active, mouvement associatif dédié à l'entrepreneuriat inclusif et durable. Il viendra détailler les enjeux de la triple levée de fonds annoncée fin mai pour un montant global de 220 millions d'euros. Pour notre débat, on verra comment réduire la consommation énergétique dans la grande distribution, avec l'exemple de Leroy Merlin accompagné par Efficia dans cette stratégie de sobriété. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les vélos électriques Gaïa qui ciblent les familles tout simplement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. Bonjour Denis de Menton, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le directeur général de France Active. Présentez-nous ce mouvement associatif. Depuis quand il existe? Pourquoi a-t-il été créé? Il a été créé il y a une trentaine d'années pour répondre à des enjeux d'accès à l'emploi. On est fin des années 80, montée du chômage de longue durée. On prend conscience que la formation et le développement de l'emploi ne va pas permettre à tout le monde de retrouver du boulot. Et donc, on crée France Active pour aider des chômeurs à créer leur entreprise et retrouver un emploi de cette manière-là. Et puis très vite derrière, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait soutenir les premières entreprises inclusives, c'est-à-dire des entreprises d'insertion qui allaient recruter ces personnes en grande difficulté et qu'elles avaient besoin, comme toute entreprise, de fonds propres, de garanties bancaires. Et donc c'est un mouvement associatif qui fait de l'accompagnement de ces projets et qui a développé des outils financiers pour permettre à ces projets un peu décalés par rapport aux standards économiques d'aller chercher des capitaux tout simplement et du crédit. Et on va expliquer ça évidemment en détail. C'est quoi? Quels sont les principes d'organisation de France Active? Alors, vous l'avez dit, c'est un mouvement associatif. Ouais. Donc, c'est d'abord une base avec 35 associations territoriales. Donc, il y a un maillage territorial. Un maillage, 135 points d'accueil. On couvre tout le territoire national depuis le mois de juin. La Guadeloupe et la Guyane, où on n'était pas, on a créé les deux associations. Donc ce sont des professionnels de la finance, de l'accompagnement d'entreprises, des bénévoles qui sont dans ce mouvement-là. Et puis au niveau national, on a créé donc une association qui pilote l'ensemble, qui sert de centre de ressources pour l'ensemble du réseau, et puis surtout qui a créé des sociétés financières avec des actionnaires privés, avec un appui fort de la Caisse des dépôts, pour pouvoir amener des capitaux et financer les projets qui sont accompagnés sur le terrain. Ouais. Ça représente combien d'entrepreneurs, entrepreneuses accompagnés depuis la création de France Active? Alors, depuis la création, je n'ai pas compté, mais l'année dernière, avec tous les mécanismes d'accompagnement et de financement qu'on a, c'est 35 000 entrepreneurs qui ont été touchés. En une année? En une année. Ah oui. Forte croissance. Alors bien sûr, 2021, on a eu... on a surtout passé du temps à essayer de soutenir les entrepreneurs qu'on avait en portefeuille, comme on dit, mais une très très forte reprise dès 2022. Et là, on est parti pour continuer la croissance et accompagner ce mouvement d'entrepreneuriat engagé, comme on l'appelle, qui traverse la société. Ce sont des toutes petites entreprises, forcément. C'est beaucoup de commerce. C'est quel type de... Ça doit être très très varié quand on parle de 35 000 entrepreneurs. Bien sûr. Quand on a des demandeurs d'emploi, parfois avec faibles moyens, des historiques un peu compliqués, qui créent leur propre entreprise, c'est très souvent leur propre emploi. Et puis c'est donc 1,5 emplois en moyenne en démarrage. Et à 3 ans, 4 ans, c'est le double. Donc c'est aussi des très petites entreprises, mais qui ont un potentiel de création d'emplois. Et puis du côté de l'économie sociale et solidaire, ou des entreprises à impact, comme on les appelle également, là on peut avoir des projets beaucoup plus importants, soit en phase de création, soit dans des phases de développement, de changement d'échelle. On essaye aussi d'accompagner ça. Donc là, c'est des dizaines de salariés, parfois des centaines. Comment ça se passe? J'imagine que ces hommes, ces femmes déposent un dossier. Comment vous les sélectionnez? Est-ce que vous avez quand même en tête la rentabilité potentielle ou la pérennité du projet avant de les accompagner? Alors, on les reçoit quand le projet est un minimum décrit. Donc, on ne va pas chercher des gens qui ont simplement une idée. Il y a d'autres réseaux qui font ça très bien, qui forment, qui accompagnent la rédaction du business plan, un minimum de choses, boutique de gestion, BGE, quelques autres, et puis ensuite qui nous les orientent
Et ce sont beaucoup les banques aussi qui nous les orientent. Quand elles estiment que le projet n'est pas complètement mûr, pas tout à fait sécurisé, mais qui a quand même un potentiel, la moitié des projets qu'on reçoit sont orientés par les banques. Ouais. Et à partir de là, nous, on fait notre travail. Donc, ce sont les salariés des associations territoriales, les bénévoles, qui vont travailler sur le plan de financement et la meilleure manière de financer le projet. Est-ce qu'il faut aller chercher un peu de crédit, un peu de fonds propres? Quels sont les dispositifs d'aide qu'on va pouvoir caler dans le plan de financement, etc. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les banques n'iraient pas toutes seules d'une certaine façon? C'est souvent cette mécanique qui se met en place? Bah oui, on ne serait pas là. On a des concours publics pour faire ça, notamment des dotations de garantie. Notre société de garantie, on en dira un mot, donc elle est à capital privé. Mais c'est l'État, ce sont les régions, c'est l'Europe qui nous soutiennent pour doter des fonds de garantie. C'est pas pour voler au secours de la victoire, c'est pour aller chercher des projets qui sinon ne passeraient pas dans les canons habituels des banques. Toutes les banques sont au capital de France Active Garantie, donc elles jouent le jeu. Et donc, c'est bien sur cette frange de public en difficulté qu'on travaille. Vous avez annoncé fin mai une triple levée de fonds, montant global 220 millions d'euros, 10 millions d'euros pour l'association nationale, 10 millions d'euros pour la société de garantie, 200 millions pour la société d'investissement. Alors, il faut ça donne un peu ce qui est effectivement l'organisation. Pourquoi une triple levée de fonds? Expliquez-nous. Alors, chacune des structures de notre mouvement a sa raison d'être et puis sa forme juridique. Pour l'association, on va faire ce que font pas mal de grosses associations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on a du développement devant nous. Nous, on pense que les besoins sont énormes pour des entrepreneurs, tout simplement qui veulent retrouver du travail, ou pour des entrepreneurs, et le mouvement est de plus en plus profond, vous êtes là pour en témoigner, qui veulent transformer, qui veulent faire du vert, qui veulent faire du social avec leur entreprise. Donc la clientèle, elle est là. Les besoins de financement sont très importants, notamment en investissement, mais également en couverture de risque. Nous, ce qu'on veut, c'est que les entrepreneurs, notamment quand ils partent de situations difficiles, ne se retrouvent pas plus en difficulté en cas d'échec. Et des échecs, il y en a, c'est normal. Donc, on garantit les crédits bancaires en excluant les cautions personnelles. Ce qui nous permet effectivement, si à un moment donné les choses ne se passent pas bien, qu'on puisse... Alors, pour pouvoir suivre ce développement, l'association va chercher 10 millions d'euros en fonds propres, en quasi-fonds propres, pour pouvoir moderniser nos outils de production. Là, on parle effectivement de nos outils numériques. Il faut qu'on puisse toucher plus de monde. On parle de nos sujets RH, il faut qu'on puisse recruter, fidéliser, qualifier les personnes. Et voilà, on parle des sujets aussi de développement de l'activité, d'implantation territoriale. Donc là, on a besoin de 10 millions d'euros sur 5 ans pour pouvoir faire ces investissements, moderniser, rendre plus de services et développer l'activité. La deuxième levée de fonds qu'on fait, c'est sur la société de garantie, parce que on est contrôlé par la Banque de France, on est contrôlé par la Banque Centrale Européenne, et donc, compte tenu du développement de l'activité, on va bientôt toucher 1 milliard d'euros d'encours. On a besoin d'avoir des fonds propres qui se renforcent. Donc, on va faire appel à tous nos actionnaires actuels, c'est-à-dire tous les partenaires bancaires, la Caisse des dépôts, pour ramener 10 millions d'euros supplémentaires dans le capital de France Active Garantie. Puis la dernière levée de fonds, la troisième, et non la moindre, c'est France Active Investissement. Donc ça, c'est notre société qui permet d'apporter des fonds propres et donc d'investir dans les entreprises à impact et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, les besoins sont énormes. Nous, on a 300 millions d'euros de capital aujourd'hui qui nous permettent d'investir dans 400, 500 entreprises à impact chaque année, ce qui fait de nous, au passage, le plus gros investisseur à impact en France. Et on pense que pour pouvoir doubler l'activité, on peut le faire. On a besoin de 200 millions d'euros supplémentaires. Est-ce qu'il y a de nouveaux outils financiers créés à l'occasion de cette levée de fonds ? Oui, notamment sur l'investissement. On a modernisé toute notre gamme de garanties il y a quelques années pour mieux protéger notamment les entrepreneurs fragiles. Là, l'innovation, elle va surtout se porter sur ce qu'on peut faire en matière d'investissement dans les entreprises solidaires et à impact. On va allonger les durées de nos prêts participatifs, on va allonger un certain nombre de différés. On va continuer à travailler sur des titres associatifs, sur des titres participatifs, c'est-à-dire des choses qui permettent de toucher des entreprises qui ont des formes juridiques adaptées au social. Et puis, voilà, quelques innovations. Une d'entre elles, c'est des prêts à impact qui vont nous permettre d'ajuster les intérêts
à mi-parcours sur l'impact social ou l'impact environnemental de l'entreprise. Voilà, donc là, on va dire, faire coller notre ingénierie financière vraiment aux objectifs socio-environnementaux. Oui, donc à des objectifs extra-financiers. Absolument, oui, absolument. Donc on a nos taux d'intérêt qui sont plutôt modérés, parce qu'on touche effectivement des entreprises qui privilégient l'impact et qui ont donc des rentabilités un peu inférieures à ce que pourrait avoir une entreprise plus classique. On cherche, nous, à ce que les entreprises soient rentables, se développent. Le sujet, c'est pas d'être sur du zéro. Mais donc, on ajuste nos taux d'intérêt. Et surtout, on les ajuste pas uniquement aux critères habituels de risque et de rentabilité. On les ajuste aussi à la baisse dès lors que les objectifs d'impact sont remplis. Est-ce que c'est un nouveau modèle, c'est un ancien modèle économique qui est en train de s'imposer et de devenir le nouveau? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on pense qu'on renoue, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec tout le secteur financier main dans la main. On les fait bouger un petit peu sur leur ligne parce qu'on veut que les choses avancent aussi. Mais finalement, on retrouve ce que sont les banques au démarrage, c'est-à-dire très souvent des organisations qui sont créées pour servir les entrepreneurs. Qui sont parfois créés par les entrepreneurs, c'est notamment tout le secteur bancaire mutualiste. Et puis du côté de l'épargne, puisque c'est vraiment sur cette ressource d'épargne solidaire qu'on va chercher la levée de fonds sur France Active Investissement, on essaye de renouer avec, un peu plus de volonté de la part des épargnants. On ne confie pas son argent à la sphère financière que pour des critères classiques de rentabilité, de risque, etc., ou de liquidité. On veut aussi, et c'est de plus en plus important quand on interroge les Français aujourd'hui, on veut aussi savoir où va l'argent et, si possible, qu'il aille et qu'il soit orienté en majorité vers des causes qui touchent l'épargnant, que ce soit l'accès à l'emploi, le développement de son territoire ou l'environnement. Merci beaucoup Denis Demontant et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat objectif sobriété énergétique. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Arnaud Berchon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur technique immobilier de Leroy Merlin. Julien Bellingue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général d'Efficia. Un mot de présentation. Leroy Merlin, on ne va pas présenter l'entreprise, mais peut-être le nombre de sites aujourd'hui et les enjeux en termes de consommation énergétique, parce que c'est de ce dont on va parler ensemble. Très bien. Voilà, donc chez Leroy Merlin, en nombre de sites, on a 145 sites sur toute la France. Et vous savez, en fait, quand on parle de Leroy Merlin, moi j'aime bien présenter d'abord la mission de Leroy Merlin, qui est d'améliorer l'habitat de nos clients. Et ça concerne 35% des ménages français. Et forcément, face à cet enjeu, il est évident pour nous de s'occuper aussi de notre propre habitat, que sont nos magasins et nos entrepôts. Et on a posé une stratégie RSE très tôt, autour de 4 grands axes. Le premier, c'est notre priorité consommer moins, voilà, réduire nos consommations d'énergie. Le deuxième, ce sera le consommer mieux, donc faire appel et déployer des énergies renouvelables. Notre quatrième pilier, c'est de régénérer nos sites, en redonnant un équilibre naturel aussi à ces sites-là. Donc la biodiversité. Exactement. Ouais. Et le quatrième pilier, voilà aussi d'offrir à nos usagers une expérience exceptionnelle sur tous ces sites-là. Ok, donc ça pose effectivement bien les enjeux et on va voir comment Efficia vous aide à améliorer, à accélérer encore sur ce thème-là. C'est quoi Efficia, tiens ? Alors Efficia, c'est une entreprise de services de pilotage énergétique des bâtiments, principalement tertiaires. D'accord. Donc c'est quoi? C'est de la connectivité, c'est des capteurs, c'est de la data qui permet de savoir comment on consomme? Alors effectivement, on s'appuie sur du matériel connecté installé dans les bâtiments de nos clients, mais c'est d'abord du service avec des algorithmes qui optimisent les réglages de pilotage des systèmes de CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation et d'éclairage, et puis une équipe d'énergéticiens, donc des experts dans le réglage de ces équipements, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui pilotent les machines installées dans les bâtiments de nos clients. Et alors, où en est le secteur tertiaire de cette transformation et à quel point la réglementation est une sorte d'aiguillon? Alors, premier chiffre pour poser un peu le débat. En France, 45% de la consommation d'énergie, toute énergie confondue, est consommée dans les bâtiments. Okay. C'est colossal, c'est bien plus que les transports ou l'industrie. Donc c'est le premier sujet, c'est le premier secteur consommateur, c'est le premier secteur sur lequel le gouvernement ou les décideurs vont mettre l'accent pour améliorer la performance énergétique.
En France, on est également précurseur sur la réglementation. Donc, on a 2 décrets aujourd'hui qui sont en vigueur pour obliger les directions techniques et les directions d'exploitation à s'investir dans une démarche de performance énergétique. C'est les décrets tertiaires et le décret BACS. C'est quoi BACS? BACS, Building Automation Control System. Merci, je vous ai laissé faire. En français, on dit GTB ou GTC. Donc c'est des systèmes de pilotage des consommations. Et donc avec une pression réglementaire qui oblige à faire quoi? Alors, elle oblige à s'engager dans une démarche de réduction avec le décret tertiaire et elle oblige à s'équiper de systèmes de pilotage avec le décret BACS. Et en face, à côté de ça, il y a un système d'incitation financière. En France, c'est les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui facilitent l'investissement dans ces systèmes pour des directions d'exploitation comme celle de Leroy Merlin. En France, on observe différents niveaux de maturité. Premier, mais malheureusement encore majoritaire, c'est les directions techniques qui ne connaissent pas vraiment leur consommation. Ensuite, quand elles commencent à s'intéresser au sujet, elles utilisent des applications gratuites, soit du distributeur, soit du fournisseur, soit la nôtre, qui permettent de connaître leur consommation au jour le jour et puis d'identifier des leviers d'amélioration. Puis ensuite, on s'équipe d'un système qui automatise les bonnes pratiques, qui éteint la lumière en fonction d'un capteur ou en fonction d'une horloge. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on est équipé d'un système, on confie le pilotage à des experts ou à des algorithmes parce qu'en fait, les calculs deviennent trop répétitifs et trop complexes pour un humain. C'est ce qu'a fait Leroy Merlin il y a quelques années. Et c'est ce que vous allez nous raconter. Vous en êtes à quelle étape, en quelque sorte, Arnaud Verchon, chez Leroy Merlin? Écoutez, en fait, depuis 2019, on a déployé un plan de rénovation énergétique de l'ensemble de nos sites. Donc, des LED, de la réisolation, des toitures blanches, des pompes à chaleur, enfin voilà, tous les nouveaux systèmes qui nous permettent de réduire nos consommations. Et on a mis en place donc, ce système de management de l'énergie. Et pour moi, en fait, c'est un peu la clé de voûte de tout ça, parce que ça va assurer la cohérence de toutes les actions qu'on peut faire. Aujourd'hui, vous pouvez créer le bâtiment le plus performant possible. Si vous l'utilisez mal, ça ne sert à rien. Si vous le chauffez trop, si vous laissez la lumière allumée, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, nous, on a fait le choix très vite de se dire, au-delà des actions de rénovation énergétique, on va aussi piloter, on va mesurer. Alors c'est ce que je vais vous dire, c'est une sorte de cabine de pilotage en fait que vous avez entre les mains, c'est ça? Alors oui, donc on a confié à Efficia l'installation technique, donc les automates, etc., qui permettent de piloter à distance tous nos équipements techniques. Et on a donc, via Efficia, on a une cellule d'énergie manager qui vont contrôler en temps réel toutes nos dérives énergétiques et qui vont pouvoir ajuster justement tous les paramètres techniques pour baisser nos consommations. Ça veut dire que c'est ce qui vous permet, parce qu'on a bien compris que le mouvement, vous l'aviez enclenché il y a plusieurs années, est-ce que les premières économies sont plus faciles à faire que les suivantes? Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, en fait, quand je regarde en tout cas les chiffres, puisque moi je me suis connecté hier à cet outil, aujourd'hui, donc à fin juin, on a fait une économie de 13% sur nos économies, donc en 2023 par rapport à 2022. D'accord. Et en 2022, sur toute l'année par rapport à 2021, on a fait moins 15%. Okay. Donc voilà. Donc on réussit à continuer de faire des économies. Exactement. D'accord. Exactement. Et comment c'est possible ça? Je repose la question parce que par exemple il y a un mot horrible qu'on appelle le relumping, donc ça consiste à remplacer les vieilles ampoules par des ampoules LED. C'est déjà un bon point de départ. Ensuite on peut les piloter effectivement avec des capteurs, etc. Je pose la même question. Les premières économies sont plus faciles forcément? Oui, les premières économies sont forcément plus faciles parce qu'on va corriger les dérives, on va corriger les absurdités sur le pilotage. En revanche, on continue d'apprendre, on continue d'intégrer des nouveaux paramètres comme l'inertie thermique du bâtiment. C'est quoi ça? C'est la capacité du bâtiment à garder la chaleur ou à garder la fraîcheur pour limiter l'effort de chauffage ou de climatisation. Voilà. Et en fait, ça permet d'intégrer les données de météo, ça permet d'intégrer la prévision météo dans l'effort qu'on va demander à la machine pour maintenir un niveau de température au fil de la journée. Il y a eu un plan de sobriété demandé par le gouvernement aux entreprises en général. Quand il a été demandé, vous étiez déjà prêt? Vous étiez en avance par rapport à ce plan de sobriété? Comment vous l'avez reçu? Alors, quand on a reçu ce plan de sobriété, alors on y pensait depuis quelques mois. Alors c'est vrai que finalement, cette obligation a accéléré un petit peu les choses. Et le système d'énergie, de pilotage à distance
ça nous a permis une vraie accélération en fait, de ce plan de sobriété, hein, donc de baisser la température, de baisser la luminosité. Et sur l'ensemble de nos 145 sites, on a pu le faire en quelques heures, grâce en fait à ce système de pilotage de notre énergie. Là où on aurait mis peut-être plusieurs semaines si on avait eu un pilotage local. Donc c'était une vraie accélération. Et surtout, on a pu mesurer précisément l'impact en fait, de ce plan de sobriété, où là on a vraiment agi sur les usages et nos habitudes, plutôt que sur la technique et puis la performance d'équipement. Quel message vous pouvez faire passer à ceux qui sont réticents ou qui n'ont pas encore franchi le pas ? Le message, c'est que la première étape, elle est simple et elle est gratuite. C'est de se connecter ces compteurs généraux pour connaître ses consommations et les analyser. Savoir d'où on part déjà. Exactement. La première étape, c'est de compter. C'est de savoir de quoi on parle avant de s'engager dans une démarche de réduction de la consommation. Et ça, c'est gratuit, c'est très simple. Il y a plein d'outils qui le permettent. Soit le distributeur, donc Enedis, GRDF ou les fournisseurs. Et puis, on a aussi, nous, une application qu'on a mis en ligne gratuitement sur notre site internet, efficia.com, qui permet d'avoir quelques outils simples d'analyse de sa consommation, autant à la maison, dans son appartement ou sa maison, que dans un réseau de magasins comme pourrait le faire Leroy Merlin. C'est quoi le retour sur investissement quand on se lance dans une opération comme celle-là? Parce qu'on dit souvent la transformation environnementale, ça coûte cher, ça met du temps à rapporter, etc. etc. C'est quoi votre retour d'expérience là-dessus? Écoutez, mon retour d'expérience, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a déployé un plan de rénovation énergétique qui coûte extrêmement cher, en fait, puisque c'est des investissements assez lourds. Et on a ce fameux plan de sobriété, on a plutôt travaillé sur les usages. Et du coup, l'investissement qu'on a mis dans ce système de pilotage, le retour sur investissement est très rapide, parce que finalement, c'est un système... Julien en parlait tout à l'heure, grâce au C2E, etc., qui, au final, comparé à des investissements plus lourds de réisolation, coûte un peu moins cher, avec un retour sur investissement très rapide, de l'ordre entre 1 et 2 années, je dirais. Et surtout, pour moi, c'est aussi un outil d'animation, puisque ça va inciter nos équipes aussi à regarder précisément et à se comparer aussi entre magasins pour dire, tiens, pourquoi est-ce que lui consomme plus? Il nous reste 1 minute, c'est passé trop vite. Après l'énergie, l'électricité, vous passez à l'eau, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça, l'eau, on en parle beaucoup, c'est la prochaine ressource rare sur notre planète. Et on a une vraie volonté, en tout cas, de connecter nos compteurs d'eau à ce système-là. Donc, ce sera fait d'ici la fin de l'année. On va connecter nos compteurs d'eau pour pouvoir gérer cette ressource comme notre électricité, comme notre énergie. Vous l'avez déjà fait ça chez d'autres clients, dans d'autres entreprises? Il y a une efficacité aussi en termes de sobriété, on va dire, de consommation d'eau? Oui, c'est en cours. Alors, on ne va pas couper l'arrivée d'eau, mais en revanche, on identifie beaucoup plus rapidement, quasiment instantanément, les fuites. Et on est capable, en tout cas les directions d'exploitation sont capables d'intervenir très très rapidement pour corriger la fuite, ce qu'ils ne pouvaient pas faire facilement avant. Et voilà, encore une marge de progression. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up, tous à vélo. Smart Ideas avec Amélie Guichenet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Gaïa, vous l'avez créée en 2021 avec Jacques Bonneville. Allez, racontez-moi, c'était quoi l'idée, l'ambition de départ? Donc Gaïa, c'est une entreprise que j'ai créée avec Jacques après la naissance de mon fils Léo. Et globalement, la question que je me suis posée, c'est comment avoir de l'impact ici et maintenant dans la ville dans laquelle ce petit garçon grandit. Donc ça a été un des points de départ de la réflexion. Et avec Jacques, on a posé une raison d'être qui est de démocratiser l'accès à des solutions de mobilité qui soient à la fois ingénieuses et responsables. Et Gaïa, c'est donc une entreprise à mission conçue pour simplifier la vie des familles urbaines. Avec des vélos? Exactement. Essentiellement, c'est ça, des vélos électriques, mais cible familiale. Donc ça veut dire quoi? C'est des vélos cargo, comme on en voit pas mal, plusieurs places pour les enfants. Racontez-nous. C'est exactement ça. Donc en fait, on a créé un produit qui est un produit à la croisée des chemins entre la mobilette et le vélo. On va pouvoir, sur notre vélo compact, rouler en solo ou en couple. Donc vous allez pouvoir, sur le porte-bagages, emmener aussi bien un enfant en bas âge
qu'un adulte. Ça, c'est notre premier modèle. Et sur notre deuxième modèle, vous allez pouvoir emmener non pas un, mais 2 passagers. Et donc, typiquement, 2 enfants. Donc, est-ce qu'il y a aussi une idée de vélo évolutif, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi? Donc, la dimension évolutive, en tout cas la modularité, on l'apporte par un accompagnement sur la conception et la configuration du vélo. Donc, en fonction de vos usages, on va pouvoir équiper le vélo vraiment pour s'adapter à votre besoin, à votre quotidien, à l'âge de vos passagers. Ça veut dire qu'on va le tester, le vélo, en quelque sorte? Alors, dans tous les cas, vous pouvez le tester. Aujourd'hui, on a une boutique à Paris sur le canal Saint-Martin et on a des ambassadeurs qui nous représentent dans les villes de Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Grenoble. Donc, vous pouvez effectivement tester le vélo avant de l'acheter. Et vous allez pouvoir le tester avec vos enfants, évidemment. Et c'est le meilleur des tests, parce qu'après quelques minutes, vous les voyez avec le sourire. La famille, c'est un levier de croissance du secteur aujourd'hui, il est identifié? Aujourd'hui, le segment du vélo cargo, donc qui est le vélo finalement qui permet d'emmener soit des passagers, soit des marchandises, c'est le segment le plus dynamique du marché des vélos électriques. Donc c'est un segment qui a quasiment doublé l'année dernière. Donc vous nous l'avez dit, il y a un atelier que vous avez ouvert l'an dernier à Paris avec une notion de réparabilité aussi. Ça, c'est l'une des bases du modèle économique de Gaïa? Oui, en fait, de façon, je pense, assez profonde. On avait l'envie avec Jacques de faire un vélo qui soit simple à réparer et qui puisse durer dans la vie de la famille. Et donc on a conçu un vélo que chaque réparateur peut réparer. Il est très facile d'accès à ce niveau-là. On propose des pièces détachées. On est en train de travailler sur des tutoriels pour que nos clients eux-mêmes puissent réparer les vélos. Et on travaille sur la fin de vie des vélos, donc à la fois avec des partenaires de reconditionnement, mais aussi un partenaire spécialisé dans la réparabilité des batteries. Ça, c'est un élément clé dans le vélo. Évidemment. 2 questions, le prix et puis le lieu de fabrication. On est dans quelle gamme de prix? Parce que c'est souvent un des freins à l'acquisition d'un vélo électrique. Exactement. Donc nous, au cœur de notre mission, il y a cette notion de démocratisation. On voulait faire un vélo qui soit accessible au plus grand nombre, à la fois en termes de prise en main, et on pourra y revenir, mais aussi en termes de prix. Et donc, on a cette notion d'accessibilité-prix. Sur le vélo compact qui permet de rouler en duo, donc un vrai vélo pour le couple, entre guillemets, on est à 1 800 €. Et sur le vélo cargo qui permet d'emmener 2 enfants, on est à 2 500 €. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce segment-là, c'est des prix qui sont très accessibles par rapport au marché. Et en plus de ça, on vient travailler l'accessibilité via du 3 fois sans frais et demain, encore plus de facilité de paiement pour que chacun puisse rouler en Gaïa. Est-ce qu'on peut fabriquer un vélo cargo électrique français? Alors oui, complètement, c'est faisable. Mais aujourd'hui, si vous voulez que l'ensemble de vos pièces soient de production française, on va sortir sur des vélos à 8 000, 10 000 €. Donc nous, chez Gaïa, on a fait un choix qui est assez pragmatique. Aujourd'hui, on a un approvisionnement des pièces classiques qui est d'origine asiatique. Les pièces high-tech sont françaises. On a quelques équipements qui sont aussi faits en France. Et ce matin même, j'ai signé le fait que l'assemblage des vélos Gaïa sont français à partir du mois d'octobre. D'accord. Avec une levée de fonds annoncée de 2 millions d'euros, ça va vous permettre de vous déployer un peu plus en France, c'est ça? Exactement. Donc derrière ces 2 millions d'euros, il y a quoi? Il y a déjà le choix et l'ambition de se déployer sur la France, de se déployer sur les pays européens autour de nous. Notre deuxième gros axe, c'est la relocalisation de la production des Gaïa en France. Et c'est ce que j'évoquais, donc vraiment ramener l'assemblage au plus près de nos clients. Et la troisième dimension, c'est un travail sur une nouvelle version des Gaïa pour que les vélos soient encore plus accessibles au plus grand nombre, à la fois en termes d'accès sur le vélo et de confort et de simplicité d'usage. Merci beaucoup Amélie Guichenet et bon vent au vélo Gaïa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut!